Bonjour, bienvenue dans cette présentation qui a pour but de vous expliquer comment fonctionnent les apps de traçage de Covid-19. Donc comme par exemple l'app Stop Covid en France et d'autres apps qui sont utilisées pour contrôler la pandémie. Il y a un but commun, donc comme je viens de le dire, l'intérêt c'est de permettre de mieux contrôler la diffusion du virus en automatisant le traçage des contacts des malades. Pourquoi contrôle-t-on mieux la diffusion du virus ainsi, avec une app? Parce qu'on ne se souvient pas toujours des personnes qu'on a croisées et c'est plus rapide que d'appeler tout le monde. Parce qu'en général, c'est ce qui se passe quand une personne est testée positive au test coronavirus. Alors, on lui demande qui est-ce que vous avez croisé, quand, à quelle heure, etc. Pendant combien de temps vous avez discuté. Enfin, c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose de précis. Et il s'avère qu'il y a une étude qui a été publiée dans la revue de référence Science qui conclut ceci. Alerter en quelques heures plutôt que quelques jours change radicalement les chances de contrôler l'épidémie. Donc ça montre bien qu'avec une app qui automatise et qui donc permet d'avoir plus rapidement une alerte et la possibilité d'être mis en quatorzaine, on réussit plus facilement à contrôler la diffusion du virus. Voilà, c'est hyper important. Mais il y a un point qui n'est pas à négliger, c'est l'importance de la vie privée pour une app de traçage, parce que puisqu'on va avoir beaucoup de contacts et que l'app va fonctionner en permanence, il y a un énorme risque de sécurité et pour la vie privée. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le web, c'est un Far West pour la vie privée. Pour protéger la vie privée, on doit sécuriser les communications, limiter le nombre d'informations laissées et limiter la fréquence des communications. En détail, pour sécuriser ces communications, la sécurité HTTPS classique ne suffit pas. Ça suffit par exemple pour des transactions de paiement en ligne ou ce genre de choses, mais quand on manipule des données de type santé qui sont encore plus sensibles, il faut aller beaucoup plus loin que le HTTPS et il faut un niveau de sécurité supplémentaire. Dès lors, on peut voir dans l'exemple ci-dessous qu'il y a une capture d'écran de l'outil Charles Proxy. Donc je suis allé sur le site d'Apple, sur mon compte Apple précisément. Du moins, j'ai tenté d'y accéder et je suis allé sur le site des impôts pour aller afficher mon avis d'impôt tout simplement. Et on voit qu'Apple a réussi à bloquer la connexion, à détecter que je m'étais interposé dans la connexion HTTPS et donc à bloquer la communication, alors que le site des impôts, il n'y a vu que du feu et a tout laissé passer. Voilà. Donc il faut absolument faire attention à ça. Bon, là, c'est les impôts, c'est pas très grave, mais ce serait des données de santé, ce serait un peu plus délicat. Donc l'idée est de limiter aussi le nombre d'informations laissées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire de Cambridge Analytica, hein, vous trouverez des informations sur Google. Il y a même un documentaire sur Netflix d'ailleurs qui en parle. C'est une société qui est connue pour avoir profité du volume d'informations de Facebook, en accord avec Facebook, pour aider à l'élection de Trump, pour orienter le référendum sur le Brexit, pour orienter le choix d'électeurs indiens. Ils ont usé des informations qui glanaient ici et là, c'est-à-dire qu'avec finalement quelques milliers de personnes, ils pouvaient en atteindre des millions. Voilà, et tout ça avec finalement des données globalement assez peu sensibles. Et le fonctionnement est plutôt simple, hein. Enfin simple, évidemment simple pour des experts, des data scientists, hein. Je ne suis pas data scientist, mais a priori c'est assez simple. Le principe général, c'est que plus il y a de données, c'est ce qu'on appelle le big data, plus il est possible de croiser ces données, même si elles sont anonymes, avec des données publiques, par exemple par le biais des réseaux sociaux. Et à partir de là, on réussit à retrouver toute l'information que l'on souhaite. Je vais vous donner un exemple concret. Je prends un identifiant anonyme, 1, 2, 3, 4, qui est l'identifiant d'une personne qui a contacté, qui a croisé la personne avec l'identifiant anonyme 4, 5, 6, 7. Et ça, c'était à 12h45 lundi midi. Ces informations sont donc totalement anonymes, mais sur un Internet moyennement sûr. Donc globalement, puisqu'il y a toute une chaîne à sécuriser, il y a bien un maillon de la chaîne qui peut être un peu faible.
1, 2, 3, 4 se déclarent anonymement malades et ils partagent via Internet, encore une fois par le biais du canal Internet, qui n'est pas forcément sécurisé, qu'il a été en contact avec 4, 5, 6, 7. Voilà. En parallèle, sur le réseau là, non anonyme mais public, un Jean-Claude ne poste plus sur Facebook, tiens, depuis mercredi. C'est bizarre parce qu'il avait fait un selfie. Donc s'il poste plus, alors qu'il postait tous les jours d'habitude, c'est quand même louche. Il est potentiellement malade. Mais là, voilà, et on peut faire le lien parce qu'il a posté un selfie lundi midi à 12h45 avec un dénommé Marc. Et en fait, compte tenu des horaires et des données publiées publiquement, il est plutôt facile d'associer Jean-Claude au 1, 2, 3, 4 et Marc au 4, 5, 6, 7. Et donc on sait que Marc est potentiellement malade alors que finalement, lui, il n'a rien déclaré. Seulement, tout ce qu'il a déclaré, c'est être sur Facebook, etc. Mais voilà, il a pas déclaré lui-même être malade, voilà. Donc c'est un peu délicat. Et aussi, il faut limiter la fréquence des communications. Alors ça, c'est encore une fois un vieux truc hein, qui date de tous les systèmes de chiffrement. Plus il y a de communication, plus il y a un risque de piratage. Ce qu'on appelle le brute force, ce genre de choses. Et en fait, plus il y a de communication, plus on donne d'opportunités de tester et donc de casser la sécurité des communications. Et donc, pour sécuriser tout ça, il y a deux approches. Il y a l'API Covid qui a été mise en place par Apple et Google, hein, ça fait partie de l'effort global qu'ont fait les géants du net, et c'est normal qu'on leur demande des efforts. Donc ça, c'est l'approche qui a été choisie évidemment aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Italie, au Portugal, en Autriche et d'autres pays. J'ai pas pu mettre toutes les listes. Il y a le protocole Robert, qui est le protocole défendu par la France. Et ça, donc l'Allemagne, la Suisse et la Belgique et l'Italie, a priori, s'en sont retirés. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui voudraient encore utiliser le protocole Robert? On n'en sait trop rien. Il y a des protocoles similaires hein, qui ont été utilisés dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni ne se ferme pas la porte à l'API Covid, voilà. Donc finalement, c'est un petit peu un protocole isolé. Mais puisque c'est notre pays, on est bien obligé de considérer. Et donc, pour en venir à Robert, justement, c'est la solution qui est pour le moment étudiée en France. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations. Donc, c'est une approche centralisée, il y a un maximum d'informations qui transitent de manière absolument sécurisée, enfin, tout est relatif, via un serveur central. Je vous ai mis le lien pour avoir plus d'informations. Voilà. Euh, dans l'approche centralisée, les identifiants de contact qui sont anonymes, ils sont fournis par un serveur web. Et tout ça transite de manière sécurisée, et ils sont absolument sûrs de la sécurité, dans ce Far West incroyable qu'est le web. Et toujours, pour garantir la vie privée, l'argument fort, c'est que la personne qui se déclare malade n'envoie que les identifiants de ses contacts qui seront informés par un autre canal potentiellement sécurisé. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer à tout le monde le fait qu'on est malade, on envoie juste une information au contact pour leur dire attention, tu es peut-être malade. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées, mais de manière générale, tout repose sur la robustesse de l'ensemble de la chaîne de communication. C'est-à-dire de l'appareil, est-ce que l'appareil est bien sécurisé? Est-ce que l'appli est bien sécurisée? Est-ce que le Wi-Fi de la personne est bien sécurisé? Est-ce que le Wi-Fi du serveur, tous les serveurs intermédiaires sont bien sécurisés? Est-ce que le serveur en tant que tel est bien sécurisé? Tout repose sur la robustesse de ce procédé. Et ça va dans un sens et dans l'autre. Après, est-ce que toutes les autres, en cas de déclaration, admettons, d'un malade, est-ce que tous les appareils de tous les contacts sont bien sécurisés, et ainsi de suite. Apple et Google proposent, eux, respectivement, les systèmes iOS et Android. Hein. Ils sont connus pour ça, il faut le rappeler. Apple propose iOS et Google propose Android. Et les apps qu'on utilise, y compris l'app française, hein, de toute façon, fonctionnent par l'intermédiaire des systèmes iOS et Android et utilisent de toute manière les mécaniques fournies par Apple et Google.
et donc l'information passe par eux. Et donc, eux proposent une approche décentralisée. L'idée, c'est de minimiser la centralisation des données. À un moment donné, il faut quand même centraliser un tout petit peu les données, mais ça doit être minimal. Et l'idée, c'est de ne communiquer que certains identifiants anonymes, et uniquement pour le malade. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui sort. Et quand un malade se déclare, on envoie la donnée, et la donnée qui est distribuée, c'est la même. Ce qui fait que ça fait qu'une seule information. Par contre, cette information est distribuée à tout le monde. C'est là qu'est le risque. Alors, quelle est la meilleure solution pour la partie web? C'est assez difficile euh, d'en juger, hein, c'est plutôt subjectif. L'approche centralisée, donc, envoie tout par le web, sauf les informations qui concernent le malade pour respecter sa vie privée. Mais sinon, enfin, sauf les informations du malade. Évidemment, il reçoit ses identifiants par le web, donc de toute façon, ça passe par le Far West du web. Mais l'idée, c'est de considérer qu'on sera plus fort que beaucoup et qu'on saura faire un procédé encore plus performant. Et l'approche décentralisée, elle, joue plutôt la carte de la prudence et n'envoie que les informations du malade, et il n'y a que ça qui sort de l'appli. Et donc l'approche centralisée, elle cible ses envois. Quand il y a un diagnostic qui est fait d'une personne malade, il n'y a que les contacts qui reçoivent les identifiants. Donc quelque part, c'est un peu plus sécurisé, alors que l'approche décentralisée envoie à tout le monde tous les identifiants, enfin toutes les clés qui permettent de déchiffrer les identifiants. On en reviendra là-dessus. Quelle est donc la solution idéale pour la partie web? Eh bien, en fait, idéalement, on n'y est pas encore, mais a priori, c'est dans la feuille de route. L'idée, ce serait que ce soit Apple et Google qui hébergent les données. Pourquoi? Parce que les certificats qui sécurisent les connexions sont enregistrés directement dans le système du smartphone et pas dans l'appli. Et donc, ça fait un niveau de sécurité supplémentaire. On va revenir là-dessus. Et l'idée, en fait, c'est de rendre le piratage quasiment impossible parce que le système est en théorie impossible à modifier. Et donc, la communication serait impossible à casser. La partie HTTP serait impossible à casser, telle qu'on l'a vu dans la démonstration que j'ai fait tout au début de la présentation, où on voyait que le site des impôts, la sécurité était facilement cassée, alors que le site Apple, que dalle, ça bougeait pas. Voilà. Et donc ces procédés, Apple et Google les utilisent dans leurs services respectifs. Maintenant, comment fonctionne le protocole de communication Bluetooth, qui permet d'échanger des identifiants complètement anonymes entre utilisateurs lorsqu'ils sont à proximité l'un de l'autre. L'idée générale est donc d'échanger à chaque contact, c'est-à-dire quand on croise une personne, c'est-à-dire que, admettons, je croise une personne dans la rue, on discute un peu, et là, les identifiants vont s'échanger d'un appareil à l'autre. Les identifiants sont anonymes, et ils sont ensuite stockés. Mais cette idée fait globalement l'humanité, hein, que ce soit du côté du protocole Robert ou du protocole Covid, tous s'appuient sur le Bluetooth. Dans l'approche Apple et Google, qui est plutôt bien documentée, hein, vous pouvez retrouver des informations sur le web, les identifiants échangés intègrent des informations chiffrées nécessaires au diagnostic. Voilà. Et donc, toutes ces informations, vu qu'elles sont chiffrées, normalement, on ne peut pas les déchiffrer, à moins d'avoir une clé de chiffrement. Et, et pour chaque identifiant, il y a un numéro aléatoire qui permet de retrouver ultérieurement cet identifiant. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque communication Bluetooth, on envoie à la fois les informations chiffrées et le numéro aléatoire, et ça génère un identifiant anonyme. Et donc, les informations chiffrées, toujours dans l'approche Apple et Google, sont chiffrées par une clé qui change toutes les 10 minutes. Comme ça, on est à peu près sûr que si une information est récupérée, on peut pas, disons qu'on peut pas récupérer l'ensemble des informations envoyées par une personne, puisque ça change toutes les 10 minutes, on aura trop peu d'échantillons pour pouvoir casser la sécurité. Et toujours pour renforcer l'aspect vie privée, en fait, les contacts qui durent moins de 5 minutes sont ignorés, tout simplement parce que au niveau médical, il y a un consensus aussi, pour dire que si un contact dure moins de 5 minutes, il y a très très peu de chances pour qu'il y ait transmission du virus. Et donc, le fait,
En fait, quelle est l'idée derrière ça? C'est que si je me promène dans la rue et qu'il y a il y a un système Bluetooth qui n'est pas officiel et qui vient espionner les Bluetooth autour de lui, il essaye de collecter les identifiants, mais puisque je ne suis pas en contact avec ce système Bluetooth espion, plus de 5 minutes, et ben en fait, il recevra pas l'info. Ou du moins, au moment où je serai en contact avec lui, moi je ne stockerai pas l'info et donc je ne la diffuserai pas par la suite. Et donc ça anéantit ce principe d'espionnage Bluetooth. Et il y a aussi un décalage dans les horaires de contact qui est suffisant pour pas pouvoir tracer l'utilisateur par association d'informations, comme le font des sociétés comme Cambridge Analytica et compagnie. Dans l'approche Robert, donc du gouvernement français, l'information, ben, elle n'est pas encore publique, mais il semblerait que le procédé soit similaire. Donc, il semblerait que ce soit assez robuste en termes de protocole de communication Bluetooth. Et c'est pas tout à fait calé, voilà. Au moment de la vidéo, c'est pas encore finalisé. Donc, le principe est illustré ainsi. Chaque app contient les clés d'utilisateur qui permettent de chiffrer les données et les identifiants des contacts, ainsi évidemment que les identifiants de l'utilisateur en tant que tel. Et donc, via Bluetooth, il y a un échange d'identifiants anonymes qui est fait entre les appareils à proximité selon les règles établies. Les données sensibles qui sont stockées, ce sont donc les clés de chiffrement qui permettent de déchiffrer les infos des identifiants utilisateurs, les identifiants de l'utilisateur en tant que tel, et les identifiants des contacts de l'utilisateur. Ainsi évidemment que l'horodatage de l'enregistrement des données, parce que de toute façon, dès lors qu'on enregistre une information, elle est horodatée par le système d'exploitation. Et à partir de cette information, on sait à quel moment elle a existé. Et les données sensibles qui sont échangées à proximité, les identifiants qui ont été valables à l'instant T, en fonction de l'horodatage des échanges Bluetooth. Donc voilà, il faut faire attention aussi à protéger le protocole Bluetooth pour ça. Maintenant, de manière générale, il y a des bons principes qui existent depuis quelques années qui permettent de protéger la vie privée. Il y a un principe qui s'appelle le principe du bac à sable, sandbox. Donc l'idée, c'est que de manière générale, une app demande des autorisations avant d'accéder à des informations, après contrôle par le système et seulement certaines informations. Voilà, il y a une sorte de régulation. Voilà, l'app joue uniquement dans son bac à sable avec les jouets qu'on lui donne. Et c'est un principe qui existe depuis des années. Le système est contrôlé par l'utilisateur qui donne des autorisations ou non pour tout ce qui est plutôt sensible en termes de vie privée. Par exemple, pour l'envoi de notifications push, c'est l'utilisateur qui décide ou pas s'il souhaite s'abonner aux notifications push. L'accès au GPS, c'est pareil. Et donc, là, c'est une donnée encore plus sensible, il faut vraiment faire attention. Maintenant, comment est piratée une app? Une faille de sécurité est trouvée et permet d'exécuter du code dans l'app. L'attaquant a alors accès à tout ce qu'il faut, et en fait à tout ce que l'app peut faire. Mais le risque est limité par le bac à sable. Et donc l'accès aux fonctions sensibles du système est quasiment impossible. Par exemple, une app ne pourrait pas accéder à l'historique GSM de l'utilisateur, alors que le système y a accès pour un laps de temps. En fait, pour sécuriser une app, il s'agit idéalement de limiter les possibilités dans son bac à sable. Moins l'app a de possibilités, eh bien, moins elle expose de données sensibles. Mais bon, évidemment, on ne peut pas. Ça, c'est dans un monde idéal. Maintenant, comment Apple compte-t-elle sécuriser les apps qui utilisent l'API Covid? Ben, en fournissant justement une API qui est contrôlée uniquement par le système et donc par l'utilisateur et qui est paramétrée, quand même pour avoir un peu de souplesse côté diagnostic par l'app. Une API, en fait, c'est un procédé qui permet à une app d'utiliser des fonctionnalités du système. Par exemple, afficher des informations à l'écran,
quand on affiche des informations, si vous affichez votre relevé bancaire ou quoi que ce soit, ben derrière, c'est le système qui fonctionne. Et finalement, ce sont les outils fournis par Apple et Google qui permettent d'afficher ces informations, même si elles sont sensibles. Mais dans votre application bancaire, c'est l'application bancaire qui fait appel au système. Pour accéder aux coordonnées du GPS, mais après avoir demandé l'autorisation de l'utilisateur, pour déclencher un appel téléphonique, là encore, quand on déclenche un appel téléphonique depuis une appli, il y a une petite fenêtre qui est déclenchée par le système. Voilà. Donc il y a un maximum de traitement côté API. C'est vraiment ce qu'a fait Apple pour limiter le risque. L'app peut uniquement paramétrer le diagnostic, parce que ça c'est fourni par les gouvernements, recevoir la synthèse d'un diagnostic, fournir les clés de chiffrement pour un diagnostic, c'est-à-dire qu'en fait, l'app va fournir les clés qu'elle a reçues, les envoyer à l'API, et l'API va faire une synthèse à partir des paramètres de diagnostic fournis en entrée. Également, quand une personne est malade et qu'elle souhaite se signaler auprès des autres utilisateurs, eh bien, il y a une demande de... En fait, l'app demande les clés qui peuvent être envoyées pour les partager. C'est-à-dire qu'elle ne recevra pas toutes les clés, mais uniquement celles qui peuvent être envoyées. Et le traitement côté API, donc qu'est-ce qui est fait hors du bac à sable? Eh bien, en fait, la génération et le stockage sécurisé d'informations sensibles, les clés de chiffrement et les identifiants, toute la partie échange Bluetooth, en plus en basse consommation, est fait côté système. Donc ça, l'app n'a aucune connaissance des échanges, c'est pas son affaire. Et finalement, le diagnostic et le choix des informations envoyées à l'app est fait également hors bac à sable. C'est-à-dire que même si on prend le contrôle de l'app, on ne peut pas demander, par exemple, d'avoir tous les identifiants de la journée d'un utilisateur. Et il me semble aussi que la fréquence de récupération de ces informations est sous contrôle. Et voilà, et sachant qu'à chaque fois, l'app demande des autorisations. Ce qui reste dans la zone à risque, donc du bac à sable, c'est la partie envoi de données, la partie envoi des clés sur un serveur en cas de déclaration de maladie. Si je suis malade, en fait, l'API va me fournir des clés que j'ai le droit d'envoyer. Enfin, il y a un filtrage qui est fait pour limiter le nombre de clés et donc le nombre d'informations à dispatcher. Il y a uniquement les informations utiles qui sont partagées. Et la partie récupération qui est quotidienne, qui se fait sous l'appareil de tous les utilisateurs. Donc là, on récupère depuis un serveur toutes les clés de tous les malades et on les envoie ensuite à l'API qui va faire son diagnostic. Voilà, c'est tout. Et après, il y a les informations affichées, mais c'est finalement très peu risqué. Qu'est-ce qui est sous le contrôle de l'utilisateur? C'est important. L'activation et la désactivation du système d'échange de clés peut être fait par l'utilisateur, par une simple case à cocher dans les réglages. Et, euh, et donc ça, c'est fait en dehors de l'app, ce qui fait que de toute façon, même si l'app est piratée et essaye d'accéder à des informations, ben voilà, ça peut être bloqué. Et une autorisation est demandée avant chaque partage, c'est-à-dire que si vous êtes malade et que vous souhaitez partager vos clés, eh bien là, le système vous dira attention, l'app veut utiliser vos clés, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Ce qui fait que l'app, si un malandrin prenait le contrôle de l'app, il ne pourrait pas récupérer toutes les clés en permanence pour tout le temps les envoyer, parce que l'utilisateur le verrait, il y aura une notification, et tant que l'utilisateur n'aurait pas donné son accord, ça ne partirait pas. Qu'est-ce qui est sous le contrôle du système d'exploitation en lui-même, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'intervenir? La désactivation du système d'échange de clés à distance, donc s'il y a un piratage ou si c'est plus utile dans le pays. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est que dès lors qu'on utilise l'API Covid fournie par Apple et Google, eh ben, le GPS est systématiquement bloqué. C'est-à-dire que c'est un contrôle qui est pris sur l'appli. On ne pourra pas utiliser les informations GPS pour les associer aux informations des clés anonymes. Voilà, ça renforce la robustesse du procédé. Maintenant, la France considère que bon, ce n'est pas assez respectueux de la vie privée, admettons. Mais comment la France compte-t-elle sécuriser les apps Covid?
Eh bien, en utilisant un système centralisé, qui donc devient incompatible avec celui d'Apple. Il y a un maximum de traitements qui sont faits côté app et côté web, en restant éveillé en permanence, parce que par défaut, en fait, pour le respect de la vie privée, par défaut, le système d'Apple fait en sorte que le Bluetooth se désactive assez rapidement, pour justement éviter qu'il soit piraté. Mais en faisant en sorte que l'app reste plus ou moins éveillée, euh, le, le, le comment dire, le gouvernement fait en sorte que l'app puisse tricher avec la sécurité par défaut. Et donc, en laissant l'app éveillée, ça réactive le Bluetooth. Voilà, c'est un peu du bricolage, mais l'idée, c'est d'avoir une connexion permanente au Bluetooth. Bon, ça peut être discutable, mais a priori, c'est une bonne idée, a priori. Et les identifiants sont générés côté web. Donc, tous les identifiants anonymes passent par le web. Bon, ça a intérêt d'être sacrément blindé, niveau sécurité. Et le stockage des données est géré côté app. Encore une fois, là aussi, ça a intérêt d'être hyper blindé. Il n'y a aucun blocage par le système. Tout est sous le contrôle exclusif de l'app. Donc s'il y a un piratage de masse, de toute façon, ce sont les serveurs gouvernementaux qui doivent se débrouiller pour bloquer l'app d'une manière ou d'une autre. Le GPS reste accessible parce qu'on n'utilise pas l'API Covid. Donc voilà, s'il y a un piratage de l'app, ben, le malandrin qui l'aura piraté pourra accéder au GPS. S'il réussit à craquer un peu le procédé. Mais bon, il suffit, si on voit que comment dire, l'utilisateur non averti, si l'app Covid lui dit tiens, j'ai besoin du GPS, ah bah, il dira oui, hein, parce que déjà il a reçu peut-être des fenêtres, des informations avant, et on fait pas spécialement attention à ça. Et le Bluetooth fonctionne en permanence, donc voilà, c'est pour casser la sécurité de base des systèmes, on fait fonctionner le Bluetooth en permanence. Bon. Donc quelle est la meilleure solution côté app? Eh bien, l'approche française est extrêmement audacieuse. Et ça va à l'encontre de la stratégie de Vauban, qui est habituellement utilisée par Apple et Google, donc qui consiste à mettre plusieurs barrières de sécurité. L'approche d'Apple et de Google s'appuie sur la prudence et sur leur expérience, hein, tout simplement, de la sécurité mobile. Quelles informations de santé sont données à Apple et Google? Bah, en fait, c'est parce que c'est vrai que c'est un sujet, hein, on l'a entendu pas mal de fois, les politiques en ont parlé en disant oui, la souveraineté, tout ça, donc on veut pas donner d'informations de santé à Apple et Google, c'est trop dangereux. Bon, on peut l'entendre, sauf que dans la réalité, déjà, c'est les constructeurs, Apple et Google. Donc déjà, ils ont potentiellement, et depuis extrêmement longtemps, ils ont accès à toutes ces informations. Et quelles informations de santé sont données à Apple et Google? Ben, déjà, lorsque vous ouvrez un email qui contient vos résultats médicaux, tout l'aspect communication, la connexion Wi-Fi, la connexion HTTP, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est géré, c'est fourni aux applis par les systèmes Apple et Google. Même le système d'affichage. C'est-à-dire que même s'il y a un mot de passe sur un PDF ou que sais-je, de toute façon, une fois que ça passe sur l'écran, pour passer sur l'écran, ça passe par les systèmes d'Apple et Google. Le chiffrement des communications, tout ça, ça aussi, ça passe par les systèmes d'Apple et Google sur leur téléphone. Parce que ce sont eux les constructeurs, ce sont eux qui fournissent tout ce qu'il faut pour que les apps fonctionnent. Et donc tout ça, ça peut être déjà depuis très très longtemps, ça peut être facilement analysé et géré par les technologies des constructeurs. Et en fait, une API Covid, ça leur apporte mais rien de plus. Tout ce qui se rapproche plus ou moins des informations des API Covid, ils l'ont déjà largement et depuis longtemps, via le GPS, via le réseau GSM, avec l'historique des relais et tout ça, le réseau Wi-Fi. Et ces informations sont bien plus riches que les quelques identifiants anonymes de l'API Covid. Et pour savoir si on était malade ou pas, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, qu'on utilise l'API Covid ou pas, il n'y a même pas de débat. On passe forcément par les outils d'Apple et Google. Sans les outils d'Apple et Google, on ne peut pas aller sur l'App Store, on ne peut pas créer une app. Donc c'est un débat qui a aucun intérêt. De toute façon, là-dessus, on n'a aucun pouvoir. Quel est l'intérêt d'Apple et Google? Parce que là aussi, on a entendu plein de choses.
Oui, s'ils ont accès à nos données de santé, tout ça, ils peuvent nous espionner, et cetera. Oui, bon, heu, en fait, si on regarde les choses un peu plus objectivement, déjà, ils ont déjà investi, beaucoup pour lutter, contre le Covid par ailleurs. Ils ont fait des dons financiers aux organismes de recherche, ils ont envoyé des millions de masques aux hôpitaux, hein, y compris en France. Ils ont fourni des plans pour des visières pour fournir aux industriels, ça aussi ils l'ont fourni gratuitement. Ils ont conçu des apps, ils ont développé des apps, donc développement d'une app ou développement d'un site d'information ou développement d'une API Covid, ça reste à peu près le même topo. On met une équipe de développeurs à disposition et puis voilà. Éventuellement, s'il y a un intérêt, alors si on farfouille qu'il y aura un intérêt caché, ça peut permettre de tester leur technologie à grande échelle. Notamment leur nouvelle technologie d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle aussi le machine learning ou l'intelligence artificielle. En fait, depuis quelque temps, ils développent des systèmes d'apprentissage automatique déployés sur les appareils qui sont respectueux de la vie privée. Et je pense qu'ils vont le présenter de toute façon cet été. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé plus ou moins l'an dernier. Voilà. Éventuellement, dans un second temps, ils pourraient proposer au gouvernement de faire de l'intelligence artificielle pour mieux prédire la diffusion du virus. Et pour cela, ils pourraient s'appuyer éventuellement, hein, je ne suis pas data scientist, mais éventuellement, ils pourraient s'appuyer sur ces technologies. Mais surtout, ça leur permet de renforcer leur leadership face aux géants chinois qui essayent de leur faire de l'ombre. Et ça pourrait montrer que les autres pays sont toujours dans la course et qu'ils sont très forts. Maintenant, la question, faut-il installer cette app, compte tenu de toutes ces problématiques? Eh bien oui. Oui, 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 il faut installer cette app. Au moins, à moins d'être en contact avec personne, évidemment, si vous êtes cloîtré chez vous et que vous ne voyez jamais personne, vous n'avez pas de risque de contagion. Mais sinon, si vous voyez régulièrement des personnes, ben, l'app est essentielle. Et pour une raison simple, il est beaucoup plus important de sauver des vies que de respecter la vie privée des gens ou que de veiller à l'autonomie de la batterie du smartphone. Il est important de sauver des vies. Donc oui, il faut installer cette app, malgré ses défauts potentiels. Mais bon, si la vie privée peut être respectée par l'app, et si l'impact écologique peut être considéré dans l'équation, parce qu'il y a un impact écologique, hein, quand la batterie est consommée à toute vitesse parce que le Bluetooth reste allumé en permanence, eh ben, c'est pas neutre hein, niveau écologie. Et donc, si tout ça peut être considéré dans l'équation, ben voilà, ça gâche rien.